Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sylvia Malinbaume, qui est chercheuse, responsable des recherches sur l'Inde et l'Asie du Sud au Centre Asie de l'IFRI. Avant de rejoindre l'IFRI en 2024, elle travaillait à Bombay pour la Direction générale du Trésor du ministère français de l'économie, des finances et de l'industrie. Elle était chargée plus spécifiquement de la coopération économique de la France avec l'Inde de l'Ouest. Elle vient de publier sa première note intitulée « L'Inde en quête d'émancipation économique face à la Chine » que vous pourrez télécharger sur le site de l'IFRI. Bonjour Sylvia et merci d'avoir accepté de venir à ce micro. Bonjour Marc. Commençons par évoquer l'actualité. Le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle aura lieu à Paris dans quelques jours. Il devrait être coprésidé par la France et l'Inde. La venue du Premier ministre indien est annoncée. Narendra Modi avait déjà été l'invité d'honneur du défilé du 14 juillet en 2023. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous faire un rapide tour d'horizon des relations franco-indiennes ? Oui, alors les relations franco-indiennes, elles ont une longue histoire. Et d'ailleurs, la visite du Premier ministre à Paris, du Premier ministre Modi que vous mentionnez, elle s'inscrivait en réalité dans une séquence plus large qui visait à célébrer les 25 ans du partenariat stratégique entre l'Inde et la France. Donc, je rappelle qu'elle avait d'ailleurs été suivie quelques mois plus tard de la visite du président Macron à Delhi en tant qu'invité d'honneur de Republic Day, qui est la fête nationale indienne. Alors, le partenariat stratégique donc, entre la France et l'Inde, il date de 1998, je l'ai dit, il est ancien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Inde a signé des partenariats similaires avec une trentaine de pays, mais à l'époque, la France était vraiment le premier pays à signer un partenariat du genre avec l'Inde. Alors, à première vue, ce partenariat franco-indien, il peut surprendre, compte tenu des différences culturelles, historiques, géographiques entre nos deux pays. Et je crois que ce qui est important pour bien comprendre ce qui fonde ce partenariat si particulier, il faut revenir à une idée commune qui est partagée par l'Inde et par la France, et c'est celle de l'autonomie stratégique. Alors cette idée de l'autonomie stratégique, elle est centrale, tant dans la politique étrangère indienne que française. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que je crois que du point de vue indien, cette idée vraiment partagée d'autonomie stratégique, elle a aussi quelque part permis à la France peut-être de mieux comprendre la politique indienne et d'adopter parfois une approche un peu plus nuancée envers l'Inde. Par exemple, un exemple concret, c'est qu'à l'époque, les Français, contrairement aux Américains, n'avaient pas condamné les essais nucléaires indiens, que ce soit ceux par exemple de 1974 ou de 1998. Et quand on parle d'autonomie stratégique, évidemment, on pense aussi aux capacités industrielles, notamment dans des secteurs sensibles. Alors, c'est le cas par exemple du secteur spatial, du secteur nucléaire. Et justement, ce sont deux domaines historiques de coopération entre la France et l'Inde, qui dès les années 50 avaient coopéré dans ces domaines. Et ce qui est intéressant, c'est de noter qu'aujourd'hui, ce sont toujours les deux piliers, je dirais, stratégiques du partenariat franco-indien. Alors j'en rajoute un troisième. Le troisième pilier, c'est évidemment le pilier de défense, alors qui est un pilier très important, puisque je dirais encore plus peut-être depuis AUKUS, où vraiment l'Inde est devenue le partenaire stratégique de la France dans l'Indo-Pacifique. Et quand on parle de coopération en matière de défense, évidemment, on pense à un certain nombre d'exercices militaires conjoints, mais on pense aussi aux exportations d'équipements militaires de la France vers l'Inde. Et il faut savoir que l'Inde, c'est aujourd'hui pour nous le deuxième plus grand client de la France pour l'exportation d'armement. Alors vous avez eu certains contrats importants, je pense au contrat Rafale par exemple de 2016, ou aussi la vente des 6 sous-marins Skorpen en 2005. Alors je rappelle que le dernier des 6 sous-marins Skorpen a été mis en service il y a quelques jours justement en Inde. Et là encore, cette coopération défense n'est pas nouvelle, elle remonte aux années 60. Alors ces dernières années, le partenariat il s'est quand même étendu, il n'est pas uniquement centralisé sur ces 3 piliers. Et il s'est étendu à ce qu'on appelle justement les enjeux globaux, donc le climat, la question environnementale, la protection des océans, la question de la santé.
Et sur tous ces enjeux globaux, on voit qu'en fait, la France et l'Inde cherchent à leur façon à faire entendre leur voix. Alors l'Inde, c'est évidemment la puissance émergente qui est en quête d'influence, et la France qui va chercher, au contraire, à rester force de proposition. Et cette convergence d'intérêts, elle fonctionne plutôt bien. Un exemple très concret de ce partenariat nous est offert d'ailleurs par l'actualité récente, puisque va se tenir à Paris, vous l'avez mentionné, dans quelques jours, le sommet sur l'IA, qui sera présidé par la France, co-présidé par l'Inde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'avec ce sommet, la France et l'Inde se positionnent en tête d'affiche d'une initiative globale, alors qu'on pourrait effectivement questionner la présence américaine, chinoise, qui semble aussi très légitime compte tenu de l'influence de ces pays justement dans les technologies de l'IA. Je conclus sur un dernier point. Comment aujourd'hui on peut encore aller plus loin dans l'approfondissement justement de ce partenariat franco-indien ? Alors, il y a 2 domaines sur lesquels nos gouvernements respectifs cherchent à intensifier nos liens. Alors d'abord la coopération économique. Les Indiens aimeraient que les Français investissent davantage en Inde. Effectivement, on a déjà beaucoup d'entreprises, quasiment toutes les entreprises du CAC 40 sont en Inde, mais voilà, les Indiens souhaiteraient encore plus d'investissements. Et puis, côté français, on souhaiterait aussi voir plus de conglomérats indiens investir en France. Et puis enfin, donc le deuxième pilier sur lequel on pourrait encore faire mieux, c'est la question de ce qu'on appelle les échanges humains. Notamment, le président français a récemment annoncé vouloir accueillir 30 000 étudiants indiens. On vient juste de franchir la barre des 10 000. Donc ça serait multiplié par 3. C'est donc un gros effort. Et en même temps, si on compare par exemple aux États-Unis qui en accueillent 200 000, on est quand même encore bien en deçà. Les États-Unis sont un autre grand partenaire de l'Inde. Vous avez contribué récemment à une note collective du Centre-Asie de l'IFRI intitulée « L'Indo-Pacifique face à Trump 2 », qui est sortie le jour même de l'investiture de Donald Trump. Pour le gouvernement Modi, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche est plutôt une bonne nouvelle, non ? Alors en effet, Delhi accueille plutôt le retour de Trump au pouvoir avec un certain optimisme, mais reste quand même prudent. Alors cet optimisme, il s'explique par le fait qu'il y a eu un vrai rapprochement entre les États-Unis et l'Inde sous le premier mandat de Trump. Et pour cause, le gouvernement Trump voit vraiment l'Inde comme un contrepoids important à la Chine. Alors le rapprochement, il s'était notamment traduit sur les dimensions défense et sécurité, avec la signature d'un certain nombre d'accords de défense majeurs, là encore, des exercices militaires conjoints, et puis aussi la levée de certaines restrictions sur les exportations d'armements américains. Alors, il faut rappeler aussi que la relation n'a pas été non plus sans tension, en particulier sur les questions commerciales et migratoires. Alors, Trump a critiqué le protectionnisme indien. Alors, c'est vrai que l'Inde fait partie des États émergents qui pratiquent aujourd'hui les droits de douane parmi les plus élevés au monde. Et ce qui fait qu'à l'époque, Trump avait qualifié l'Inde de roi des tarifs douaniers, alors, ce qui finalement est peut-être un compliment venant de sa part. Et il a en conséquence retiré à l'Inde l'accès privilégié, donc sans droit ni quota, au marché américain, dont l'Inde bénéficiait depuis déjà un certain nombre d'années. Et d'ailleurs, cet accès privilégié n'a toujours pas été rétabli depuis. Alors l'autre sujet de tension, c'est la question migratoire. Je rappelle ici que les États-Unis accueillent 2 millions d'Indiens, ce qui en fait aujourd'hui la deuxième diaspora aux États-Unis après les Mexicains. Et en particulier, les 3/4 des détenteurs des visas H1B1, dont on a beaucoup parlé dans l'actualité, donc qui sont ces visas pour les travailleurs très qualifiés aux États-Unis, sont des Indiens. Bon, il y a quand même la présence de certaines personnalités comme Marco Rubio ou Michael Waltz dans la nouvelle administration Trump qui rassurent les Indiens, puisque ce sont des personnes qui vraiment plaident pour un renforcement des relations avec l'Inde. Et puis, un autre élément rassurant, c'est tout simplement la bonne entente personnelle entre Modi et Trump. Alors, en particulier, Modi, il se réjouit d'avoir moins de critiques sur sa politique intérieure, notamment les questions de droits de l'homiste, ce qui a été quand même un sujet aussi de friction sous l'administration Biden. Alors, un mot quand même aussi sur la scène, sur les dossiers internationaux. Donc, le Premier ministre Modi soutient l'approche de Donald Trump qui vise à résoudre rapidement le conflit ukrainien. Alors ça s'explique par le fait que l'Inde a reçu beaucoup de pression ces derniers mois, notamment des Européens, des Américains, pour sortir
de sa neutralité sur le conflit ukrainien. Et ça l'a mis dans une position assez délicate, puisque l'Inde entretient aussi des relations très solides avec la Russie, qui reste son premier fournisseur d'armement. Alors, un point aussi sur peut-être les nouvelles craintes sur cette administration Trump 2 vue des Indiens. Alors, j'en vois deux. D'abord, la crainte d'une intensification de la rivalité sino-américaine, qui pourrait, vu de Delhi, encore une fois, déstabiliser la région. Il faut quand même rappeler que l'Inde est un voisin direct de la Chine. Et puis, dans cette escalade potentielle, l'Inde craint de faire face à des pressions américaines pour aligner encore plus ses positions sur celles de Washington, ce qui irait là encore à l'encontre du multi-alignement que défend Delhi. Et enfin, le dernier point, il faut savoir qu'il y a un accord important qui avait été signé entre l'Inde et les États-Unis sous l'administration Biden. L'accord s'appelle l'ICET. Et il vise en fait un certain nombre de technologies critiques et émergentes. Il est important pour les Indiens parce qu'il prévoit des coopérations poussées avec les États-Unis sur ces technologies dont l'Inde précisément cherche à se doter. Nous venons d'évoquer les relations de l'Inde avec deux pays occidentaux, la France et les États-Unis, mais l'Inde entretient aussi des liens très forts avec des pays non occidentaux. Elle fait par exemple partie des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai. Vous avez utilisé le terme déjà multi-alignement ou pluri-alignement, qui est un des mantras de la politique étrangère indienne. Est-ce que ce multi-alignement vous paraît durable dans un contexte de tension croissante entre l'Occident d'un côté et puis ce qu'on a tendance à appeler, peut-être à tort, je ne sais pas, le Sud global ? Oui, alors en effet, le multi-alignement, c'est vraiment le principe directeur de la politique étrangère de l'Inde. Alors l'objectif, c'est pas de multiplier les alliances traditionnelles, et c'est vraiment, alors pour reprendre les termes du ministre indien des Affaires étrangères, Subramaniam Jaishankar, de s'associer à des partenaires en fonction des intérêts, et je cite, non pas sur la base des sentiments ou des préjugés. Donc c'est une approche en fait très pragmatique qui permet justement à l'Inde d'avoir une diplomatie assez flexible, qui est adaptée un petit peu au gré de ses priorités stratégiques, et sans justement être contrainte par des engagements fixes ou des alliances permanentes. Alors pour l'instant, l'Inde semble réussir à jouer, je dirais, ce rôle d'équilibriste. On voit bien, je l'ai cité tout à l'heure, c'est un partenaire clé de la Russie, mais en même temps, elle intensifie ses relations avec les États-Unis et avec l'Union européenne. Elle est aussi maintenant le premier acheteur d'armement israélien, et en même temps, elle entretient d'excellentes relations avec l'Iran. Et puis, vous l'avez rappelé, effectivement, elle se positionne désormais comme un interlocuteur important au sein des BRICS. Alors, la position de l'Inde vis-à-vis de l'Occident au sein des BRICS, elle est assez ambiguë. Je commencerai là aussi par citer encore une fois Jaishankar, qui dit qu'en fait l'Occident ne comprend pas, que l'Inde ne voit pas en lui un allié, mais seulement un partenaire. Et effectivement, l'Inde soutient au sein des BRICS une réforme du modèle de gouvernance mondiale. L'idée, c'est de donner davantage de poids aux pays du Sud, parce qu'elle considère qu'encore aujourd'hui, l'Occident a beaucoup trop d'influence dans l'architecture du système international. Pour autant, et c'est là qu'il faut nuancer, l'Inde ne souhaite pas non plus que les BRICS se transforment en une organisation anti-occidentale avec qui elle veut continuer à coopérer, d'autant que ce narratif anti-occidental au sein des BRICS, c'est vraiment celui qui est défendu par son rival chinois, et que l'Inde cherche aussi à limiter l'influence chinoise dans l'organisation. Et en fait, ça nous amène à une question qui, pour moi, mérite vraiment d'être posée quand on parle du multi-alignement indien. Est-ce que l'Inde, comme elle le revendique, contrôle réellement sa stratégie diplomatique ? Un exemple qui est intéressant, c'est l'exemple chinois, puisqu'il y a eu en 2020 entre l'Inde et la Chine des affrontements frontaliers, donc sur la frontière himalayenne entre les deux pays. Et on voit que juste après ces affrontements, l'Inde s'est justement rapprochée de manière très significative des États-Unis, notamment sur un certain nombre de volets de défense, de sécurité. Et on peut se dire, finalement, si à l'avenir, la Chine menace de nouveau les intérêts de l'Inde, est-ce que l'Inde aurait vraiment d'autres options
que celle de se rapprocher de ses partenaires occidentaux. Alors venons-en justement à ces relations sino-indiennes. Vous avez rappelé cet affrontement de 2020 entre les armées indiennes et chinoises. Ce qu'on a vu dans l'actualité plus récemment, c'est la poignée de main entre Xi Jinping et Narendra Modi, qui a eu lieu à Kazan à l'occasion du sommet des BRICS en octobre 2024. Est-ce que vous pensez que cette poignée de main est le symbole d'une forme de réconciliation, au moins de sortie de crise durable dans ces relations sino-indiennes ? Oui, alors effectivement, la rencontre de Kazan, elle a marqué un premier pas vers effectivement une possible détente entre l'Inde et la Chine. Elle avait été précédée la veille d'un accord sur les patrouilles à la frontière. Et ces derniers jours, d'ailleurs c'est une enquête très récente que j'ai lue ce matin dans la presse, il y a eu quelques annonces qui ont conforté cette dynamique de réchauffement diplomatique entre l'Inde et la Chine. Alors, il y a eu notamment 3 annonces, la reprise des vols directs entre Pékin et New Delhi, l'octroi de visas pour les journalistes et les think tanks, et puis la reprise du partage de données concernant les rivières transfrontalières. Alors ça sonne un peu technique, mais c'est un sujet qui est vraiment crucial, notamment pour la gestion des ressources en eau, puisque la Chine contrôle la source de certaines rivières, avec évidemment des répercussions en aval pour l'Inde. Alors, malgré tous ces bons signaux, je pense qu'il faut effectivement rester très prudent sur ce dossier, puisque les relations entre l'Inde et la Chine, elles sont historiquement très complexes, principalement donc, en raison du différend frontalier que je mentionnais, et qui n'a jamais été résolu, qui dure maintenant depuis des décennies. Il avait d'ailleurs donné lieu à une guerre entre l'Inde et la Chine en 1962, puisque les 2 pays ne se sont jamais accordés de façon consensuelle sur la délimitation de leurs frontières. Et depuis, il y a régulièrement des tensions, des escarmouches à la frontière, avec des affrontements réguliers, dont un qui a été particulièrement marquant, je l'ai mentionné, c'est l'incident de Galwan, donc du nom de la vallée où il a eu lieu dans l'Himalaya en 2020. Et pourquoi il a été marquant ? Parce qu'en fait, c'était le premier affrontement meurtrier, donc un affrontement létal, entre les armées indiennes et chinoises depuis 1975. Donc là, il a marqué un tournant assez net, avec un quasi-gel diplomatique entre l'Inde et la Chine. Et surtout, pour l'Inde, il a rappelé, je dirais, vraiment l'immédiateté de la menace chinoise. Alors, les 2 pays ne s'affrontent pas que à la frontière. Il y a d'autres fronts de la rivalité, notamment la sous-région Asie du Sud, qui est une région que l'Inde considère généralement un peu comme sa région, son domaine traditionnel d'influence. Or, la Chine a investi massivement en Asie du Sud ces dernières années, en particulier au Pakistan. Et je rappelle notamment que la quasi-totalité, peut-être à l'exception du Bhoutan, des États donc limitrophes de l'Inde ont rejoint l'initiative chinoise Belt and Road. Et enfin, l'autre front de la rivalité, c'est tout simplement l'océan Indien, qui est un front qui émerge aussi, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus d'incursions de la marine chinoise dans l'océan Indien, ce qui, là aussi, inquiète les Indiens. Alors, en réalité, on peut s'interroger si l'Inde a réellement le choix de cette rivalité. Il semble qu'en réalité, elle n'a pas vraiment d'autre option que de coopérer avec la Chine. Alors, d'abord parce qu'il y a une asymétrie de puissance qui est quand même encore très conséquente entre les 2 pays. Je rappelle que le PIB chinois, c'est 5 fois le PIB indien, que les moyens militaires sont là aussi très déséquilibrés. Et puis pour l'Inde, les frictions avec la Chine, elles ont aussi un coût militaire, un coût politique et un coût économique important. Sur ce dernier point, l'Inde reste effectivement très dépendante économiquement de la Chine, ce qui d'ailleurs, selon moi, mais alors là je n'engage que moi, pourrait expliquer en partie ce réchauffement observé lors de la rencontre de Kazan. Un chiffre marquant se trouve dans votre note. En 2001, quand la Chine est entrée à l'OMC, le déficit commercial de l'Inde à l'égard de la Chine était inférieur à 1 milliard de dollars. Un quart de siècle plus tard, il a dépassé les 85 milliards de dollars. Donc encore une fois, c'est une asymétrie très très nette. Comment expliquer cette évolution ? Oui, alors effectivement, si on regarde les chiffres, la Chine, elle est aujourd'hui le premier partenaire commercial de l'Inde, ce qui peut surprendre compte tenu de ce que je vous ai expliqué sur l'importance des tensions entre les 2 pays. Et c'est d'autant plus inquiétant, vu de l'Inde, que cette relation, elle est là encore
très déséquilibrée, en faveur de la Chine, bien sûr. Alors, l'importance du déficit commercial que vous avez mentionné, elle s'explique d'abord par la nature des biens qui sont échangés. Donc, la Chine exporte principalement vers l'Inde des biens industriels, tels que des machines, de l'électronique, des produits chimiques. Donc, ce sont des biens à forte valeur ajoutée. Et en revanche, l'Inde exporte vers la Chine des produits de base, donc à faible, voire très faible valeur ajoutée, et notamment des produits agricoles. Alors là encore, la situation, elle n'est pas nouvelle, hein, c'est vraiment le résultat d'une lente dégradation progressive de la relation commerciale au cours de ces 20 dernières années. Quand la Chine a adhéré à l'OMC donc en 2001, la part des importations de l'Inde qui provenaient de la Chine était 3%. Aujourd'hui, c'est 15%. Ce que je voulais aussi préciser, c'est que ce n'est pas une situation qui est exclusive à l'Inde et que cette asymétrie dans les échanges commerciaux vis-à-vis de la Chine, en réalité, vous la retrouvez dans d'autres économies émergentes asiatiques. Et ça s'explique notamment par la très forte compétitivité des produits chinois, en particulier sur des marchés émergents qui vont par nature être particulièrement sensibles au prix. Mais dans le cas indien, et il faut le dire, elle met aussi en lumière le retard de l'industrie indienne et notamment de ses PME. Vous avez plusieurs industries indiennes qui exportent dans le monde entier et qui en réalité dépendent de composants et de machines chinoises. Alors là, je voudrais quand même citer peut-être 2 exemples concrets pour illustrer cette dépendance économique. Alors là, le premier exemple, c'est par exemple celui du secteur pharmaceutique indien, qui est souvent présenté vraiment comme l'un des secteurs phares dynamiques du pays. Et si on regarde dans le détail, la Chine fournit à l'Inde 80% de ce qu'on appelle les principes pharmaceutiques actifs, qui sont essentiels à la production de médicaments. Et en fait, par ricochet, cette dépendance, elle va aussi toucher d'autres pays, notamment dans le cas des médicaments. Les États-Unis, par exemple, importent d'Inde 40% de leurs génériques. Et donc indirectement, les États-Unis sont aussi dépendants de ces principes pharmaceutiques chinois. Et puis l'autre exemple que je voulais citer, qui est un peu l'exemple qu'on cite régulièrement sur ces sujets de dépendance Chine-Inde, c'est le cas d'Apple. Donc Apple, multinationale qui a décidé il y a quelques années de produire ses iPhones, une partie de ses iPhones en Inde pour diversifier justement sa production. Alors on voit qu'aujourd'hui le groupe produit 14% de ses iPhones en Inde, il veut même doubler ce chiffre, mais quand il est arrivé en Inde, il s'est aperçu que compte tenu justement de la réalité du tissu industriel indien, il a dû faire venir ses fournisseurs chinois. Et en même temps, nous étions en pleine période de l'incident Galwan, que j'ai expliqué, ce qui faisait que les Indiens délivraient très peu de visas d'affaires aux Chinois, et en particulier les Indiens aussi limitaient les investissements chinois. Et donc la situation fait que les fournisseurs chinois ont eu beaucoup de mal à s'implanter, ce qui finalement a retardé l'expansion du groupe Apple en Inde. Pour finir, pensez-vous qu'à terme, l'Inde puisse non seulement gagner en autonomie par rapport à la Chine, mais de surcroît devenir un moteur de la croissance mondiale? Et ça, évidemment, c'est une question importante, parce qu'on parle beaucoup de dérisking en ce moment à l'égard de la Chine, et on regarde parfois l'Inde en se disant que ça pourrait être un candidat en matière de dérisking. Exactement, et je pense que les 2 sujets de votre question, en fait, sont liés. Et ça lève une question fondamentale que beaucoup se posent. Est-ce que l'Inde peut réussir finalement son industrialisation ? Alors l'Inde, elle a une particularité, c'est qu'elle a sauté l'étape de l'industrialisation pour passer directement à une économie de services. Et pourtant, l'enjeu de l'industrialisation, il reste vraiment central dans la politique économique indienne. Alors pour évidemment des questions de souveraineté, d'autonomie dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi parce qu'il y a un enjeu sur l'emploi. L'emploi, c'est vraiment un sujet brûlant en Inde. Vous avez 14 millions de jeunes Indiens qui rejoignent le marché du travail chaque année. Et donc pour réussir cette transition industrielle, l'Inde a lancé plusieurs politiques ambitieuses. Alors il y en a une qui est particulièrement connue parce qu'elle vise les investisseurs étrangers. C'est le Make in India qui a été lancé en 2014 sous Narendra Modi. Donc là, l'objectif, c'est de faire venir des investisseurs étrangers pour développer l'industrie indienne. Et puis il y a une autre politique, une autre initiative un peu plus récente qu'on appelle les schémas d'incitation à la production. Donc en anglais, on parle de PLI. Et l'objectif des PLI, c'est de stimuler les investissements, mais dans des secteurs clés. Et quand on regarde la quinzaine de secteurs qui sont ciblés, on retrouve là encore les secteurs où la dépendance vis-à-vis de la Chine est la plus forte.
Alors, dans ces secteurs, je ne vais pas tous les citer, on a la défense, les médicaments, les télécommunications, les panneaux solaires. Mais on voit bien que cette volonté de réduire les dépendances vis-à-vis de la Chine, elle reste quand même difficile. D'abord parce que les entreprises chinoises, elles sont omniprésentes dans un certain nombre de chaînes de valeur. Alors ça, c'est une difficulté à laquelle nous-mêmes, en tant qu'Européens, nous sommes confrontés. Et puis dans le cas indien, parce qu'il y a peu d'alternatives locales. Donc là, un autre exemple concret, c'est celui des panneaux solaires, qu'on connaît bien aussi en tant qu'Européens. Puisque l'Inde s'est lancée dans une transition énergétique très ambitieuse qui repose notamment sur l'augmentation de ses capacités solaires. Or, elle importe la quasi-totalité des panneaux solaires de Chine, et donc le gouvernement avait décidé d'augmenter les droits de douane sur ces panneaux solaires, et en fait, il a dû revenir au bout de quelques semaines sur cette mesure, faute tout simplement d'alternatives locales. C'est-à-dire concrètement, il n'y avait pas de producteurs de panneaux solaires en Inde. Alors, quel est le bilan du Make in India ? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même à 10 ans de cette initiative, donc on peut essayer d'en dresser une première évaluation. Alors, les exportations, elles ont doublé depuis le lancement du Make in India, mais si on regarde en relatif, la part de l'industrie manufacturière dans le PIB en Inde, elle reste très faible, autour de 15-16%, et surtout, c'est très loin derrière l'objectif des 25% qui était fixé pour 2022 du Make in India, qui a été repoussé à 2025, mais on se doute qu'il ne sera probablement pas atteint. Et en fait, le Make in India, il a fonctionné surtout dans des secteurs où l'État jouait un rôle assez direct, par exemple la défense, qui est un secteur très compétitif, et où l'État a pu se permettre de mettre des conditions très strictes en matière de production locale, de transfert de technologie. Mais dans les secteurs qui sont encore dominés par le secteur privé, les progrès sont plus limités. Et ça s'explique notamment par le fait que ces fameux PLI, ils ciblent vraiment des secteurs à haute intensité technologique, qui sont en réalité encore assez mal adaptés à son tissu industriel. Alors, il y a quand même aussi, je pense, 2 facteurs structurels qui freinent vraiment cette dynamique d'industrialisation. La qualité de la main-d'œuvre indienne, qui renvoie en fait à une problématique plus large, qui est celle de la qualité de l'éducation en Inde, et pas uniquement de la formation professionnelle. Et puis la politique protectionniste, parce que l'Inde veut attirer des investisseurs étrangers, mais en même temps, quand on regarde, elle a relevé ses droits de douane de 13 à 18% entre 2016 et 2022, ce qui évidemment est de nature dissuasive pour les investisseurs. Et donc, vous avez là tout le paradoxe du modèle économique indien qui, à la fois, cherche à attirer des investisseurs étrangers tout en durcissant ces mesures protectionnistes. Sylvia Malinbaum, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, je vous recommande vivement de lire la note de mon invité sur les relations sino-indiennes qui se trouve sur le site de l'IFRI. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.